Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour à tous! Bonjour. Grosse semaine chargée d'anniversaire pour Daphné, donc tout le monde bonne fête dans les commentaires à Daphné. Et merci d'être de retour à Café Snake. Merci. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible pour tout le monde. Juste vous rappeler qu'un épisode sur deux est disponible au complet uniquement sur notre Patreon. Donc, abonnez-vous en grand nombre. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Post-élection de Trump, on a beaucoup entendu l'idée comme quoi il faudrait un Joe Rogan de la gauche pour faire contrepoids à la montée de la droite en ligne. Évidemment, c'est une position qui a été aussi critiquée. On a taxé ça de simpliste, myope, comme quoi ça prenait pas la pleine mesure de la situation parce que la gauche aurait échoué à rallier les gens, en particulier les travailleurs, et c'est pas nécessairement juste à cause de Joe Rogan. Fait qu'aujourd'hui, j'avancerai pas de théorie de mon cru, mais je vais résumer la position, la stratégie qui a été exposée par Joshua Citarella, dont je vous ai souvent parlé dans la podcast. C'est l'animateur américain du podcast Doom Scroll, et lui, il va exprimer comment il créerait une pipeline de radicalisation vers la gauche. Et toi, Mounir, de quoi tu vas parler? Aujourd'hui, je vais revenir sur une nouvelle qui a fait les manchettes cette semaine, sur une nouvelle formation qui va être donnée au cégep de Trois-Rivières pour devenir influenceur. C'est une formation de quelques semaines qui donne un certificat en création de contenu. C'est pas la première au Québec, mais j'aimerais m'intéresser à comme la perception culturelle, publique, sociale de l'influenceur, puis comment ça a évolué au fil des années ou comment ça a été construit aussi par les médias au fil des années. Yes. Donc, sans plus tarder... Les DJ News. Pour surmonter les défis auxquels nous faisons face, le Canada doit être uni. Fini les cellulaires dans les écoles. Trop de moqueries, trop d'insultes, trop de conflits. Aujourd'hui, le soleil se lève, réveillant mes vieux regrets. You drink coffee, man, or no? Nah. Really? Yeah. À toujours faire la bonne élève, je n'ai jamais vraiment su ce que j'ai fait tout à fait. Jouer candide. Au gros minimum, c'est de l'inaction totale que ça prend. Ouais, au gros minimum, c'est que vous fassiez rien puis que vous ayez pas aidé le Christ de Kakis. On veut stupide qui me ramène. Majority of Gen Z have an unfavorable impression of Israel. And my friends, I think the reason for that is that we're losing the digital war. On va commencer par la fin du carnival ou le début, Non, en fait. c'est le début. C'est ça. Donc, je vais faire un quick retour sur les élections. Mark Carney est le premier ministre. La soirée électorale était quand même intéressante. Merci à tout le monde qui était sur Twitch. Beaucoup de café snakeux dans le chat. Shout-out à toutes vous. Quand les résultats ont commencé à rentrer, c'était quand même intéressant parce que les résultats préliminaires qui provenaient des Maritimes donnaient l'impression que ça allait être une bonne soirée pour le Parti conservateur. Puis comme vous savez peut-être en écoutant Café Snake, moi j'avais comme une intuition profonde qu'on allait se faire surprendre à la Trump versus Hillary 2016. Fait que là, j'étais comme, oh my god, c'est en train de se passer, c'est ça qui va arriver ce soir. Moi, je regardais Polly Market, Ouais, puis là, à un ça. moment donné, les pourcentages sont presque égalisés. Ils sont croisés, c'est ça, pendant un bref instant. Puis c'était intéressant justement de voir Polly Market, c'était comme, à ce moment-là, tu voyais vraiment la fonction comme live betting, tu sais, le monde, plus les résultats revenaient, plus le pariait en direct, puis là c'était comme oh my god, les résultats rentrent pour les conservateurs comme oh my god, c'est tellement un bon bet si on bet quand c'était genre 80% pour Carney, mais finalement ça s'est rapidement replacé là, mais c'était intéressant de voir Polly Market en direct. Ouais. Ce petit moment d'environ une vingtaine de minutes justement où est-ce que les conservateurs performaient bien était quand même drôle à voir parce que particulièrement sur le plateau de Radio-Canada, on pouvait entendre l'anxiété dans la voix des analystes. Je pense que c'était un bel exemple de couverture neutre et objective. Tu niaises?
l'angle mort de mon feeling que les sondages étaient pas représentatifs puis qu'on allait avoir un résultat différent qu'est-ce qui était annoncé le 28 avril. C'était vrai puis faux parce que les conservateurs se sont relativement maintenus. Ils ont même augmenté leur support un peu partout au Canada. Mais qu'est-ce qui a échappé à mon analyse, c'est vraiment le Québec qui a donné la victoire à Mark Carney. C'est fou quand même que ce candidat ait séduit autant les Québécois. Le Bloc a perdu des plumes. Les conservateurs ont fait des gains purs, mais pas en circonscription, vraiment. Je pense qu'il y aurait plein d'analyses qu'on pourrait faire sociales, je veux dire sociologiques ou culturelles sur pourquoi le discours de Mark Carney a mieux fonctionné au Québec. Tu sais, peut-être que c'est par rapport à notre homogénéité médiatique, surtout d'une génération plus âgée, qui a fait en sorte qu'il était plus susceptible à adhérer au discours que Mark Carney était l'homme de la situation. Puis mais je pense pas que c'est aussi parce que les gens ont juste vraiment eu peur que les conservateurs rentrent. Peut-être, puis c'est les Québec, la province la moins conservatrice, mais c'est des appuis au Bloc qui sont finalement allés beaucoup au Parti libéral. Là. Ça a été ça le flip qui s'est passé au Québec. La soirée d'élection, comme je l'ai dit, je streamais, mais j'ai réalisé après la soirée que j'avais presque pas écouté les panels d'analyse de Radio-Canada en direct. Je faisais juste tellement yap, puis j'en me pognais avec Olivier Primo sur Twitter. Fait que le lendemain de la soirée électorale, j'ai réécouté la soirée électorale en 2 time speed. J'ai écouté aussi la soirée électorale de CBC, donc j'ai écouté Radio-Canada et CBC le lendemain. Et c'est fou comment la soirée, honnêtement, puis je trouve ça plate à dire, là, je l'ai trouvé meilleure à CBC. J'ai vu des clips de CTV, de nouveau, on a regardé un peu de TVA sur Twitch, mais CBC avait un cachet visuel, mais aussi d'analyse que j'ai pas nécessairement retrouvé chez Radio-Canada. Je trouve ça étrange parce que, en plus, juste pour parler visuellement, tu sais, Radio-Canada, c'est eux qui ont toutes les nouvelles installations. Le plateau de CBC était juste plus beau. Puis je sais qu'il y a beaucoup... Mon Dieu, esthétique! Ouais, je sais, mais je sais que beaucoup trouvent pas ça pertinent ou nécessaire à analyser. Mais moi, ça m'intéresse. Je pense qu'il y a plein de choix que j'ai préférés à CBC. Le fait que ce soit sombre autour au lieu d'être éclairé, ça donnait un air d'envergure. Je sais pas, c'était juste meilleur. Les graphiques étaient meilleurs. Les analyses étaient vraiment plus pointées sur qu'est-ce qui se passait sur le terrain, tandis que à Radio-Canada, on était déjà dans une espèce de rétrospective de la campagne. On était moins dans une couverture d'une soirée d'élection, mais plus dans une couverture de post-mortem de campagne électorale. Je pense que c'est un des aspects qui a fait en sorte que j'ai préféré, elle, de CBC. Sinon, pour le résultat, le vrai perdant, c'est le NPD. Les conservateurs vont figure out leurs affaires, mais le NPD, je pense que ça va être vraiment plus difficile. Jack Mead est overused politiquement, même sa base est tannée de lui. Il a vraiment rien fait de noteworthy de cette campagne. Là, si tu es capable de me dire, donne-moi un moment, un coup d'éclat de Jagmeet Singh. Get ready with me. Okay. Ouais. Puis, c'est pas parce qu'il a pas essayé. T'sais, moi, je trouvais que sa performance dans les débats était pas si pire, mais là, j'ai réalisé à quel point il avait comme frustré du monde, à quel point il y a des gens qui le détestaient online, même des gens qui sont pas online, qui me disaient « Hey, Jack Mead, il était fou pendant les débats. » Je suis comme « Ah ouais, comment c'est ça que vous avez perçu? » Fait que je pense vraiment, puis je pense que je l'ai dit dans un café Snake, que si Justin Trudeau avait jamais fait de politique, peut-être que Jack Mead Singh aurait pu être premier ministre un jour, mais là, je pense que ça va pas le faire. Puis je pense que s'il y a une figure de gauche populiste qui vient au jour au Canada, ça va être quelqu'un de... Je pense, ma prédiction, c'est qu'il faudrait que ce soit un homme blanc plus âgé à la Bernie Sanders, qui pourrait peut-être recréer la nostalgie autour de Jack Layton, là, mais comme un millennial sick de la région de Toronto, je pense pas que c'était ça le move. Je pense pas que le monde... J'aurais jamais vu Jagmeet Singh comme premier ministre. Fait que c'est ça, c'est comme un rétrospect de la soirée électorale. J'espère que vous avez aimé le segment Carnival. Je vais peut-être le faire revenir de temps en temps pour parler de Carney ou parler de politique. Ben moi, j'ai noté aussi qu'à RAD, donc le penchant peut-être plus média numérique de Radio-Canada, il y avait décidé de eux aussi faire un live stream que je suis allée écouter de façon intermittente. Toi, Mounir, tu l'as écouté? Ben moi, je l'ai écouté parce que le monde m'en parlait sur mon chat, puis là, j'étais comme juste comme il y a tellement de limitations dans qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, comparé, puis tu sais là, je le compare à mon stream parce que j'étais en direct, mais j'ai l'impression que moi, étant donné que j'étais tout seul, puis qu'on allait plus rapidement, moi, j'étais dans une vraie optique de streamer où est-ce que à chaque comme 10, 15, 20 secondes, faut qu'il y ait une nouvelle information, genre il y avait pas de temps mort dans mon stream. C'est ça un peu que t'apprends quand tu streames tout seul, mais là, quand t'es avec plein d'autres gens autour, puis c'est pas toi qui contrôle le changement de scène, fait que c'est pas toi qui contrôle les caméras. C'est comme, je pense que il y a beaucoup de gens qui sûrement qui l'ont aimé, mais moi, genre, si je veux regarder un stream de quelqu'un qui réagit à des élections, je suis plus habitué comme à ma formule, ou est-ce que c'est un streamer qui comme contrôle tout puis décide des affaires, puis tandis que là, c'était comme un peu trop intense, mais je pense que il y avait plein d'invités, ils ont souvent fait... J'ai pas écouté la soirée de rap. Je sais pas, moi, c'est comme je t'ai dit, j'ai écouté quelques extraits là, de façon très intermittente, mais je pense que l'idée aussi derrière l'écoute avec un streamer, c'est une couverture qui est quand même
incarnée, subjective. On tombe des fois dans l'humour. Puis il y a nécessairement pas ça là, à cause du code éthique journalistique de Radio-Canada. Fait que pour moi, c'est comme d'essayer de faire quelque chose, mais avec des limitations qui font en sorte que ça n'arrivera jamais, que tu pourras jamais livrer la vraie marchandise. Ça, c'est un simulacre. Et oui, j'ai finalement goûté au chocolat de Dubaï. Les chocolats de Dubaï! Grâce à Mounir qui m'a offert une palette. On s'est rendu compte, même Mounir, que cette semaine, que la plupart des chefs politiques avaient aussi fait la dégustation. On a vu une vidéo sur notre For You page, puis on était comme, ça c'est le Peak Café Snake, donc Anto Tran qui fait goûter du chocolat de Dubaï à Éric Duhem. Moi, j'étais comme, comment faire de la politique sans parler de politique? Tu fais faire un taste test à un politicien. Monsieur Duhem, en tant que consommateur, combien paieriez-vous pour cette barre de chocolat de Dubaï absolument virale sur les réseaux sociaux après l'avoir goûté, évidemment? La barre Dubaï. Je serais allé à Dubaï, j'en ai jamais vu. En l'occurrence, la palette de chocolat de Dubaï. Puis là, il a demandé à Duhem d'évaluer le prix que devrait coûter la fameuse palette. Puis c'est drôle parce que là, tu me dis après qu'il a fait le test, il a fait tester une palette de chocolat de Dubaï à Rubagazal. Puis il en a fait goûter une autre qui n'est pas de Dubaï, là. Fait qui est de la même marque qui est à la Barbe à Vert à Paul Saint-Pierre Plamondon. Une palette de chocolat à la Barbe à Papa à Pierre Saint-Pierre. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais, c'est ça. Le seul chef auquel il a demandé, tu sais, d'évaluer d'un point de vue économique la fameuse palette, c'est Éric Duhem. Lui, il a dit, je suis un conservateur, je suis quelqu'un de très cheap. Il a affirmé qu'il paierait 5$ pour la fameuse palette qui coûte en fait 20$. Pas donné. Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture du cacao pour faire du chocolat, ça a un bon impact écologique, surtout en cause de, pas du transport, mais de la déforestation qu'entraîne la culture du cacao. Là, j'ai pogné des informations. La déforestation au profit de cette monoculture répond avant tout à une logique de recherche du prix du coût de production le plus bas possible chez les producteurs. Il paraît que le prix, finalement, du cacao sur les marchés mondiaux est relativement bas depuis les années 70, où en fait, il suit une tendance à la baisse. Puis dans cette situation-là, le producteur de cacao a comme pas le choix pour essayer de vivre de sa production, dans l'idée qu'il peut pas la vendre super cher, faire de l'espèce de coupe à blanc, c'est-à-dire de couper, par exemple, 1 hectare de forêt au complet et de planter du cacao. Dans le fond, faire de la monoculture et ce qui entraîne la déforestation. Donc, c'est directement lié au fait que, à la base, le cacao ne coûte pas assez cher. Fait que finalement, on peut déduire que malgré le fait que Éric Duhem veut faire payer le consommateur moins cher, ce qui provoque à long terme, c'est la destruction de la planète. OK. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, je voulais revenir aussi sur un article que j'ai écrit dans la presse. Shout out, on a hit le bingo. Bingo! Pour les gens qui sont pas sur Patreon, on a un Café Snaker a fait un bingo de Café Snake qui a été publié dans notre Patreon. Donc, une des causes, c'était Daphné bring up son article de la presse. Ben, c'est ça. Fait que mon article s'appelle « Riche en skibidi », puis je vais pas vous parler tant que ça là, de ça, mais c'est juste pour dire que je revenais sur la dimension linguistique du brain rot, parce que, tu sais, dans l'usage, le brain rot, selon moi, il est souvent employé pour désigner des mimes, des phénomènes mimétiques qui vont avoir une dimension linguistique. Mais ça, je l'ai déjà dit à Café Snake. Fait que l'expression brain rot, là, qui renvoie à la pourriture, pour moi, ça a moins à voir avec une vraie dégénérescence du cerveau, là, cérébral, et plus à voir avec une corruption de la langue, parce que plus on est sur Internet, plus on connaît ces mimes-là, plus notre langue va s'enrichir du jargon du web. Et là, elle subit une mutation, ce qui fait que quand tu vas parler à certaines personnes qui sont peut-être moins connectées, ben ils vont avoir l'impression qu'ils comprennent pas ce que tu dis. Donc, ils comprennent pas ta langue, finalement. Ils comprennent pas ton français, comme dirait Cheyenne. Fait que c'est ça, cette semaine, j'ai découvert un nouveau compte de BrainRot québécois basé sur le hockey, les Canadiens en l'occurrence, puis je te l'avais envoyé. Puis la personne derrière ça, là, le compte TikTok, c'est Cobronat. En tout cas, je vais le mettre dans les notes de Café Snake. Puis encore une fois, on va utiliser l'intelligence artificielle générative là, pour au moins, du moins la voix. Fait que c'est une voix text-to-speech.
Il y a même un peu de discours de la couche, diaper discourse. Et c'est comme, j'ai l'impression que c'est une fanfiction qui se construit autour des joueurs des Canadiens. Rest in peace jusqu'à l'année prochaine. Je sais pas pourquoi je serais intéressée, si jamais il y a des gens, des humoristes qui nous écoutent, creuser l'idée de l'humour québécois qui verse souvent dans l'humour carnavalesque, c'est-à-dire que ça concerne souvent le bas corporel. Le pipi caca. Exact. Fait que là, je vais te faire écouter ça. Et Nick Suzuki organise un tournoi de hockey dans les toilettes. Le caca est le gardien de marbre qui fait des arrêts incroyables, tandis que le pipi est l'arbitre qui siffle Klingang Gouli Gouli, Watalingang Gouli Lingangu à chaque but. Et Samuel Montembeault est là, prêt à faire la vague avec tous les spectateurs en criant « What a save, Kakamu ». Et tout le monde rigole. Voilà. C'est tout. Mais je veux dire, il y a une page en entier consacrée à cette espèce d'univers brain-roté. Fait que, je sais pas, t'as-tu un commentaire à faire là-dessus? Ben, ça me fait penser un peu à, si tu me dis, c'est un univers, là, en début 2024, il y avait sur TikTok un grand phénomène où c'était quand les voix AI de célébrités ou peu importe avaient commencé à devenir accessibles. Là, on voyait plein de vidéos de Joe Biden, puis Donald Trump, puis Barack Obama qui jouaient à Minecraft ensemble, puis là, ou qui gamaient à peu importe le jeu, puis ça devenait comme une espèce de lore, puis d'univers, mais qui avait pas de structure, qui était décentralisée, tu sais, puis c'est comme, qui a rajouté ça au lore, qui a inventé ça? Exactement, c'est ça que j'ai vu aussi passer là, dans une infolette cette semaine, c'est que ces univers brainrot-là, puis par exemple, le brainrot italien, c'est quand même un bon exemple, ça fait des histoires qui sont décentralisées, qui n'ont pas d'auteur central. Finalement, tout le monde peut prendre les personnages puis leur faire vivre des aventures. C'est l'algorithme qui écrit l'histoire, là, dans le fond. C'est qui a réussi à faire la vidéo la plus engageante, qui va avoir été vue par le plus de gens, qui va faire en sorte que ce nouvel élément va faire partie du lore. Tout à fait. Fait que les littéraires parmi vous, parmi nous, pensons à ça. Une nouvelle narration décentralisée. Okay, donc moi je vais enchaîner. Vendredi dernier, en plus d'être la fête à Daphné, c'était comme le Super Bowl pour les Chronically Online Pop Politics Enthusiasts, c'est ce que j'ai inventé comme terme. Okay. Donc les enthousiastes de pop politique, de politique populaire, parce qu'il y avait lieu un débat de 5 heures entre deux anciens amis et co-animateurs du podcast politique Leftovers sur YouTube. Je parle de Ethan Klein de la chaîne YouTube H3H3 Productions et Hassan Piker, connu comme Hassan Abi sur Twitch, le plus gros streamer politique au monde. Pour comprendre le lore un peu, faut savoir que Ethan Klein s'est fait connaître sur YouTube dans les années 2010, puis c'était vraiment un des premiers gros joueurs du commentary humoristique sur YouTube. Il a vraiment été à l'avant-garde, disons, d'une génération. J'ai écouté ça quand ça a commencé, mais je dirais pas que ma chaîne est calquée sur H3H3, mais c'était comme l'air du temps. Il y avait justement H3H3, Content Cup, il y avait, après, dans les plus edgy, il y avait Leafy, tu sais, il y avait comme une culture qui naissait, qui a pris énormément d'ampleur maintenant, mais comme vers les 2015-16, c'était comme nouveau sur YouTube. Elle s'est épanouie. Avec les années, il a délaissé sa chaîne YouTube pour juste faire dans la podcast Clickbait où il review les tabloïds du jour. C'est pas mal, c'est sûr que c'est beaucoup plus... Ça, c'est Ethan Klein. Ouais, c'est ça qu'il fait de ce temps-ci. Il y a aussi son podcast Frenemies avec Trisha Paytas, qui est un gros moment culturel classique, puis aussi son podcast avec Hassan Piker, qui se voulait comme son intro officielle dans l'arène politique. Leur podcast a quand même bien fonctionné pendant plus qu'un an, jusqu'au 7 octobre 2023, où Ethan et Hassan ont commencé à vraiment réaliser que leur différence de point de vue sur la Palestine était irréconciliable. Ça a donné place à presque 2 ans de back and forth sur Internet entre les deux. Tu sais, ça a commencé vraiment... Ethan, tu m'as dit qu'il est marié avec une ancienne soldate de l'IDF. Ouais, il est marié avec une Israélienne, ils se sont rencontrés en Israël. Mais, tu sais, la position de Ethan sur Israël est vraiment pas claire par moment, tu sais, comme... Là, je vais en parler plus tard, mais c'est que lui, il comprend la cause, il comprend les militantismes, mais il comprend pas pourquoi des gens le détestent par ses appels à la compassion pour le peuple israélien, même s'il dit qu'il comprend la lutte palestinienne, peu importe, et qu'il commençait à recevoir beaucoup de haine sur Internet parce que sa communauté s'était mélangée avec la communauté d'Hassan qui écoutait ce podcast-là. La communauté d'Hassan qui est beaucoup plus à gauche, pro-Palestine, progressiste. Ouais. Fait que ça a fait en sorte qu'il a comme commencé à recevoir beaucoup de haine de même ses propres abonnés, puis ça l'a vraiment comme troublé, puis ça a
escalader jusqu'à ce que, tu sais, comme il y a des gens qui le doxent, des gens qui appellent l'équivalent de la DPJ chez lui, tu sais, c'est comme, il y a eu vraiment plein d'escalades, mais tout ça, ça a culminé justement par eux qui débattent pendant 5 heures, vendredi dernier. Ethan qui est devenu de plus en plus craqué contre Hassan, qu'il voit comme littéralement comme la cause de toute la haine qu'il reçoit en ligne, qu'il traite littéralement de terroriste ou de supporter de terroristes. J'avais couvert un peu ce drama l'automne dernier dans Café Snake quand leur querelle avait escaladé au point que Ethan avait pris le crédit pour le changement de TOS sur Twitch, donc TOS Terms of Service, qui encadrait l'usage du mot sioniste sur la plateforme et qui forçait une étiquette d'être affichée sur les streams qui couvrent des conflits et des enjeux sociaux. Fait que tu sais, c'est comme, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant à travers tout ça. Je vous recommande pas nécessairement d'écouter le débat comme j'ai fait, mais... 5 heures quand même. Ouais, c'est ça. Si vous aimez ça, regardez des accidents de char, peut-être que ça va vous intéresser. C'est vraiment chaotique. Il y a rien vraiment à en ressortir sur comme l'enjeu de la Palestine ou d'Israël. Comme j'ai dit l'automne dernier, puis je pense que c'est intéressant de le redire, c'est que la nature du nouvel écosystème médiatique fait en sorte que, comme dans ce cas-ci, des politiques d'un site complet comme Twitch peuvent être changées par un conflit interpersonnel entre 2 personnes parce que Ethan, à la fin de la journée, est prêt à admettre qu'Israël fait un génocide, que l'IDF est une organisation terroriste ou pas mal n'importe quelle proposition que Hassan lui fait. La seule chose qui le fait chier, c'est qu'il a de la peine parce qu'il sent que son ami le trahit. C'est vraiment ça comme la grosse... Moi, quand je l'analyse vraiment de l'extérieur, c'est comme une blessure émotionnelle qui guide toute comme la furie de Ethan Klein contre Hassan. Puis ça a fait en sorte que Twitch a changé ses Terms of Service, en gros, tu sais. Comme il se sent comme délaissé complètement par ses amis, puis il pense que lui, tout ça, c'est à cause de l'antisémitisme, genre. Okay. Puis c'est ça qui accuse Hassan d'être un raging anti-sémite. Puis il y a même 2 jours avant, il y avait eu une discussion avec Sam Seder, qui est l'animateur de Minority Report sur YouTube, où est-ce qu'il lui Ethan avait cette discussion avec Sam Seder, où est-ce qu'il lui parlait d'antisémitisme puis de blablabla. Puis lui-même, qui est juif, Sam Seder disait que cette espèce de constante victimisation fait ou genre de comparaison à toute critique d'Israël à l'antisémitisme, c'est ce qui fait ce mélange-là fait en sorte que ça augmente l'antisémitisme parce que les gens ils voient qu'est-ce qui se passe en Israël, puis c'est comme ils critiquent l'État d'Israël, puis ils sont traités d'antisémites, puis ça crée cette espèce de boucle de rétroaction qui fait en sorte que comme les deux s'alimentent. Fait que je pense que c'est plus dommageable pour comme la plainte du peuple israélien, comme qui dit Ethan, de tout le temps équivaloir n'importe quelle critique d'Israël à de l'antisémitisme. Mais honnêtement, comme je vous disais, comme c'est pas tant important, big picture, ce débat a rien accompli, c'est vraiment 2 personnes. Puis si vous aimez le drama ou genre le commentary culture sur Internet, c'est intéressant. Mais c'est vraiment beaucoup de clips, c'est comme eux ils appelaient ça dans le débat du clip chipping, là, ils font juste se montrer des clips de lui qui a dit ça, puis les deux ils pullent des clips. Ils se montrent des receipts. C'est ça, c'est des gars qui sont tellement tout le temps en direct sur Internet qu'il y a tellement de matériel, tu sais. Fait que, ouais, c'était ça. Mais moi, étant donné que le discours a duré 5 heures, tu sais, je l'ai pas regardé, mais je te regardais un TikTok où il y a un gars, justement, qui a téléversé tout le discours, le contenu textuel du discours dans une intelligence artificielle générative, donc un Large Language Model. Dans toutes les LLM, il a fait... Ouais. Pour savoir qui avait gagné le débat exactement. Et puis, pour moi, c'est exactement le genre d'usage dont il faut à tout prix se méfier. Mounir, toi, tu regardais la vidéo puis tu semblais y croire. Non, j'y croyais pas. OK, mais ça pour dire que, tu sais, c'est ça le danger. Un grand modèle de langage, oui, des fois, ça peut nous aider à générer du texte. Par exemple, je sais pas moi, une lettre de présentation. Pas juste ça, c'est moi, mais ça a aucune capacité de raisonnement. Puis c'est pour ça qu'au tout début de cette espèce de frénésie là, de l'AI, il y a plusieurs chercheuses qui insistaient sur le terme « stochastic parrot ». Donc, perroquet stochastique pour finalement vraiment décrire qu'est-ce qu'était un grand modèle de langage. C'est une métaphore pour décrire la théorie comme quoi ces grands modèles de langage-là, ils sont pas capables de penser, de raisonner. Oui, ils vont générer du langage, des textes qui sont plausibles, mais ils ne comprennent pas le sens du langage qu'ils sont en train d'utiliser, de remâcher. Ben, moi, qu'est-ce que je voulais dire, parce que tu dis que j'avais l'air de croire à ça, qu'est-ce que je veux dire? Moi, mon argument, quand on l'écoutait, c'était que quand tu feeds des données à ça, tu lui demandes pas de générer du texte, tu lui demandes de organiser puis de mettre en tableau ou de genre interpréter des données.
Je pense que c'est un usage bien... Exactement. Tu l'as dit, le mot clé, c'est interpréter. Un LLM, ça n'interprète pas. Non, mais je veux dire, comme visuellement, comme... Tu sais, comme mettons, quand j'ai fait le segment sur les générations pendant les élections, ben, j'ai pris le recensement du Canada, je l'ai mis dans ChatGPT, puis j'ai dit, divise-moi ça par ça, genre stats. Genre, pour moi, c'est comme, c'est bon pour, comme, organiser des données. Ouais, genre. mais c'est pas ça qu'il faisait. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que le seul GPT qui a donné la victoire à Hassan, c'est ChatGPT 05. Toutes les autres ont donné victoire à Ethan. OK. Mais en soi, cette chose que tu m'apprends là, elle a pas nécessairement de valeur parce que justement, tous ces produits-là, là, technologiques, sont pas en mesure de raisonner. Fait que... Est-ce que tu penses que si on avait input aussi les deux chats, donc le chat à Ethan puis le chat à Hassan dans cette description-là, puis on lui avait dit en fonction des réactions du chat et du débat, qui tu penses qui a gagné? Ben, je pense que là, ça dépend comment tu décris une victoire. Qu'est-ce que c'est une victoire dans un débat? Est-ce que c'est de convaincre la plus large partie de l'audience? Peut-être que là, on aurait pu dire, ben, il y a la moitié du monde qui a l'air plus convaincu, ou je sais pas trop, mais au niveau de l'interprétation de qu'est-ce qui est dit, puis tout ça, c'est vraiment... Et surtout qu'il manque la grosse donnée de l'intonation, moi, c'est que je t'avais dit, là, comme... Tu sais, parce que Ethan a vraiment l'air dégénéré dans le débat, tu sais, tu peux pas le voir dans juste le transcript, genre. Ouais, après ça, c'est la présentation de soi qu'on fait aux autres, tu sais, par exemple, dans un débat politique, souvent, on va regarder si la personne a l'air en confiance, si elle a des petites gouttes de sueur qui lui perlent au front. Tout ça, c'est des éléments importants, c'est du langage non-verbal. Donc, c'était tout pour les DG News aujourd'hui. Moi, j'avais nommé mon segment « La pipeline de la gauche » selon Joshua Citarella. Joshua, que j'ai quand même beaucoup cité dans Café Snake, qui est un artiste visuel, qui est aussi un chercheur de la culture web et plus particulièrement de la politisation. Politisation. Chez les jeunes. Ouais, Daphné m'avait donné son livre Politigram of the Post-Love pour ma fête l'année dernière. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, je vous le recommande. Ouais, je le mets souvent dans les notes, mais je peux le remettre. Après l'élection de Trump, puis c'est un message qu'on entend même dans les médias canadiens. Là. On a entendu à Tout peut arriver la semaine dernière. Oui, on a entendu l'idée comme quoi il nous faudrait un Joe Rogan de la gauche pour faire contrepoids, ben c'est ça, à la radicalisation vers la droite des plus jeunes, notamment. Évidemment, il y a beaucoup de gens comme moi et Mounir, je pense même à Café Snake, on a déjà discuté de cette idée de Joe Rogan de la gauche, comme quoi c'est quand même un peu une idée simpliste et myope. C'est drôle, ça fait 2 semaines de suite qu'on parle de Joe Rogan. Il va faire partie du bingo. Fait que parlons de cette idée de créer une pipeline qui radicaliserait les gens vers la gauche plutôt que la droite. C'est justement cette idée-là qui est développée par Citarella dans un texte qui s'appelle A New Pipeline, qui est apparu dans sa dernière infolettre la semaine passée. Et il va faire un diagnostic aussi de la situation, tu sais, de la politique depuis, mettons, les 40 dernières années. Et là, il reprend un peu les dires d'une de ses invités, Amber Lee Frost, qui a dit, elle, que la gauche d'aujourd'hui, elle est très imprégnée des idées libertariennes qui sont issues de la génération de 68. Et que même si on s'en rend pas compte, les idées libertariennes, ces philosophies-là, elles sont enchâssées dans l'architecture même des plateformes des médias sociaux qu'on utilise aujourd'hui. La gauche progressiste, c'est comme un peu replié sur soi, puis on a vu notre engagement politique par le biais du choix personnel, individuel. La philosophie politique de la libération individuelle, quand tu veux juste te libérer toi, c'est une philosophie qui va se manger la queue un peu comme un serpent ouroboros. Ça s'auto-détruit, puis c'est pas en mesure d'affronter les structures du capitalisme tardif. On n'affronte pas structurellement le régime politique et économique dans lequel on vit quand notre politique s'exprime juste par un choix, par exemple de consommation. En ce moment, c'est comme si on n'avait pas assez d'imagination pour proposer une stratégie alternative. Joshua Citarella dit aussi que c'est toute la période néolibérale, là, donc à partir des années 80 jusque dans les années 2020 là, jusqu'à maintenant. Les démocrates, là, donc la quote and quote, ça aussi c'est un autre bingo, gauche aux États-Unis parce que, tu sais, je l'ai déjà dit, selon moi, les démocrates, ce n'est pas un parti de gauche. Donc, les démocrates et les républicains auraient convergé
au niveau de leur politique économique. C'est comme si, tu sais, de façon économique, les deux partis avaient sensiblement la même vision, mais ils auraient divergé sur la culture, donc d'où les culture wars. Et là, il y a une grande partie de l'électorat, par exemple les travailleurs, qui se sont sentis un peu perdus, qui ne savaient pas où aller, parce que il y en avait pas un parti qui désirait améliorer leurs conditions de vie. Mais je pense que, juste pour le record, là, juste dire que quand on dit que les deux ont convergé économiquement, genre, il y a quand même des choses qui restent différentes, là, surtout comme on peut comparer Trump puis Biden. Tout ce qui était antitrust aux États-Unis, là, essayer de faire des audiences, que ce soit sur Ticketmaster ou sur Meta ou sur ces compagnies qui sont devenues trop grosses. Biden a quand même mis de l'avant des gens qui ont mené ces dossiers-là, qu'est-ce que Trump aurait pas fait, là. Fait que je pense que c'est une des différences notables dans la bonne direction, parce que je pense que poursuivre un agenda genre anti-monopole, je pense que c'est populiste, genre. T'as raison, mais j'ai l'impression que oui, ils poursuivaient ça, mais c'était un peu comme des coups de théâtre, dans le sens que ouais, ça menait jamais à des vraies mesures. C'est là pour le messaging, mais dans les faits, structurellement, est-ce que ça change quelque chose? Non. Mais je pense que c'est à cause de ça, entre autres, que genre Mark Zuckerberg, il s'affiche autant comme pro-Trump depuis les élections, puis même un peu avant. C'est parce que là, il va avoir les audiences justement de Meta, genre contre les monopoles ou genre la loi antitrust. Il va avoir besoin d'une assise de Trump bientôt, là. Ouais, il s'allie au pouvoir, that's it. C'est pas un parti politique en soi. Le metteur ici de la dernière année, c'est la montée du populisme de droite. Pour Joshua Starella, puis là, toujours là, je me fais comme un genre de porte-voix, je résume son propos, c'est pas nécessairement comme moi, ma vision des choses, mais pour lui, la seule façon de contrer cette montée de la droite populiste, c'est de réaligner finalement les partis de gauche ou les partis dits plus progressistes avec les travailleurs. Donc, d'aller chercher le vote des travailleurs. C'est ça, lui, il veut redessiner finalement les lignes du conflit politique et les tracer par rapport plutôt aux divisions de classe que les culture wars, donc divisions culturelles. Ce que ça veut dire selon lui en pratique, c'est qu'il y a des gens en ce moment qu'on pourrait vraiment considérer comme nos opposants politiques, qui sont finalement les gens qu'on devrait recruter dans nos rangs. Mais tu sais, de quoi qui revient souvent dans les éléments de langage de AOC, qui est comme dans cette tournée en ce moment, ouais. C'est « This is not about purity testing ». Donc, c'est pas à propos d'un engagement politique pur, puis comme pas faire d'erreurs, pas d'avoir de décor idéologique. Genre, elle reprend un peu aussi, genre, l'affaire de Starella, mais il y a pas d'électeur idéal qu'il faut, l'électeur parfait, genre, une coalition, là. C'est pas des gens qui ont toute la même vision du monde, les mêmes pratiques, le même comportement, genre. Bref, là, il va, après avoir fait cette espèce de diagnostic du monde, ou en tout cas de l'état des choses aux États-Unis, il va parler de sa podcast Doom Scroll, et il dit, bon, voilà pourquoi moi, dans ma podcast, je mets l'emphase sur le phénomène de la New Right, et aussi, je m'intéresse particulièrement au fait que la classe ouvrière soutienne le Parti conservateur ou les partis conservateurs. Puis là, il nous dit que la pipeline qu'on devrait construire est une pipeline qui va s'adresser directement à la frustration économique, par exemple, des classes qui vont avoir une mobilité économique descendante plutôt qu'ascendante. L'idée, c'est de parler à cette frustration-là qui pourrait s'exprimer dans un populisme de droite et plutôt la rediriger. Juste dire on record, là, que tout ce que Joshua Starella dit dans son texte, c'est que c'est une façon intellectualisée de dire comme wokeism is bad, là, puis il faut revenir à plus de la gauche. Et ça suffit. Non, mais genre, it is what it is. Non, mais je dis... Donc, dans cette idée d'aller ratisser large, d'aller s'adresser à des gens qu'on pourrait peut-être considérer comme nos opposants politiques, il veut vraiment élargir son bassin d'invités, puis aller interroger des invités qui partagent pas nécessairement ses points de vue. Puis ce que je trouve intéressant aussi, là, c'est que, tu sais, comme je disais, qu'il avait vraiment beaucoup étudié la politisation des jeunes en ligne, puis comme Mounir, il pense grosso modo que l'engagement politique des jeunes, ça commence souvent sur une base humoristique, ça commence avec l'ironie. Donc il se dit, ils vont participer à une joke ou à des mimes, puis plus tard, à partir de cette genre de pipeline-là de l'humour, ils vont commencer à développer un engagement politique réel. Tu sais, pour le moment, là, vous irez voir sur Doomscroll, la plupart de ces invités tiennent un discours qu'on pourrait taxer de progressiste ou de gauchiste, mais c'est, comme je vous disais, c'est ça, il veut vraiment inclure d'autres voix
avec lesquels il n'est pas nécessairement d'accord pour justement ratisser plus large puis aller chercher une audience qui fait pas déjà partie de la gauche progressiste. En d'autres mots, il veut pas prêcher aux convertis. Puis il veut créer une entonnoir, un pipeline. Là, il nous avertit finalement, il dit, vous allez voir, je vais interroger des gens, tu sais, ça va peut-être vous déstabiliser. Fait que là, je me disais que l'équivalent au Québec, ça pourrait être comme toi qui va faire une entrevue de 2 heures avec Mathieu Bock-Côté, mettons. Ouais, il va falloir un jour quand même se demander quels sont les liens entre la gauche radicale et les troubles de la santé mentale aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose, on est devant des catégories de militants qui sont souvent désaxés, qui ont souvent s'expriment d'ailleurs dans des névroses à répétition. Ben même certains, on pourrait, dans les plus extrêmes, juste l'entrevue avec Jean-François Lisée, il y a tout le monde qui était pas dans. Ouais. Mais c'est ça, fait que là, il dit, puis là, je cite, là, c'est la traduction de son truc, chaque épisode de Doomscroll est l'occasion pour l'orateur, donc la personne invitée, d'atteindre son propre public. Donc là, c'est comme si t'allais attirer de base les fans de Mathieu Bock-Côté, mais c'est aussi l'occasion de capter une partie de ces gens-là qui partagent peut-être certains points de vue avec Mathieu Bock-Côté, puis de les introduire à d'autres discours. Parce que là, s'ils ont aimé l'entrevue que tu as fait avec le dude, ben ils vont aller consulter ton catalogue. Juste l'algorithme va leur donner d'autres. Exactement. Puis là, il dit, les évolutions politiques, ça se produit pas durant le visionnage d'une seule vidéo. On va pas se radicaliser en écoutant un seul podcast. Les débats, ça gagne, oui, temporairement certains téléspectateurs, mais c'est pas assez. Puis il faut qu'éventuellement, les téléspectateurs, le public, parviennent à leur propre conclusion, forgent leur opinion de manière indépendante, organique. Puis ça, c'est un travail de longue haleine. Selon lui, la persuasion, ça va s'opérer au fil du temps, à mesure que les spectateurs découvrent des nouvelles idées, des meilleures idées, d'autres discours. Sa stratégie médiatique, c'est vraiment de hacker finalement l'algorithme ou de créer une espèce de glitch dans l'algorithme. L'idée est vraiment de créer un système de recommandation algorithmique où plusieurs nodules, en fait, il utilise souvent le terme node, qu'on peut voir aussi là, dans les grands systèmes de langage. C'est le terme de programmation aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, les nœuds. Il veut créer des nœuds algorithmiques pour exposer de nouvelles audiences à la pensée progressiste. C'est pour ça que, mettons, Hassan est allé à la podcast de Theo Van ou genre... Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce discours-là. Puis il me faisait quand même penser à des discussions que j'avais eues avec Mounir dans le passé, où toi, tu dis souvent que c'est important d'habiter certains espaces. Par exemple, c'est important d'être encore sur Twitter. C'est important de participer aux discussions, même si on peut percevoir qu'on est en terrain hostile. Il faut quand même être là, tu sais. Ben oui, comme le meilleur exemple, c'est moi qui va occasionnellement participer au direct de Rap Politique, où est-ce que souvent, dans le chat, je me fais ridiculiser, insulter, qu'on me traite de vendu à Radio-Canada, peu importe, mais juste pour comme habiter dans leur lore, dans leur univers médiatique, juste être une figure qui existe puis qui tient une espèce de contre-discours à l'ambiance conservatrice qu'il y a souvent dans ces espaces-là masculins qui sont soit sur les jeux vidéo, sur le rap, qui sont... Tant mieux si tu peux te le permettre, puis si t'es à l'aise de le faire, pourquoi pas. T'sais, après, il y a certaines personnes, je pense pas que c'est donné à tout le monde. Non, 100%. Ça vulnérabilise certaines personnes plus que d'autres. Fait que, mais j'avoue, je comprends cette stratégie-là, puis je pense que oui, t'as raison dans un certain sens. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante que je voulais souligner, c'est que Joshua Citarella explique sa volonté de recevoir un éventail varié d'invités aussi par son désir de calquer l'espèce d'effondrement des contextes qu'on retrouve en ligne. Puis ça, on en a parlé quand même un peu. Par exemple, un type d'effondrement des contextes, c'est que sur Facebook, on s'adresse à la fois, je sais pas, à des gens avec qui on a étudié au primaire, avec des anciens employeurs, avec des employeurs actuels, avec des collègues de travail, avec des amis, puis avec sa grand-mère. On s'adresse à trop de public en même temps. Mais lui, il parle aussi du fait qu'il y a un effondrement des contextes par rapport au degré de sériosité de certains contenus. Qui dit « Je souhaite accueillir des invités allant de chercheurs universitaires sérieux à des personnalités de l'Internet, des humoristes. Le podcast Doomscroll devrait refléter le chaos et l'aplatissement de nos timelines sur les médias sociaux où des événements politiques sérieux côtoient des mimes stupides et exagérés. »
Puis là, il va citer, par exemple, un de ses invités à son podcast, le musicien Matthew Healy, qui avait dit « We need to take silly things seriously ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu sais, je sais pas nécessairement à quoi il faisait référence, là, Matthew Healy, quand il disait « silly things ». Ça me fait rire parce que c'est un peu ça mon projet à moi, tu sais, mon infolettre Choses sérieuses, avant même que j'écrive mon livre sur le maquillage, le maquillé, puis après ça, mon podcast Choses sérieuses. Je voulais parler de phénomènes qu'on considère pas avec sérieux, de façon sérieuse, comme les make-up tutorials, par exemple, puis on pourrait aussi même dire les memes ou encore les taste tests de Antotran. Il posait la difficulté de départager le sérieux du futile comme une caractéristique saillante du monde d'aujourd'hui, du monde numérique en particulier. Et là, il disait « Today it's becoming increasingly hard to tell the difference between the two ». Puis là, il donne en exemple le compte Twitter de la Maison-Blanche. Puis on a vu les gens qui gèrent ce compte là, dans un behind the scenes. Là, Ah ouais, je m'en souviens plus. On a vu toute l'équipe de presse, c'est eux qui gèrent les coms de la Maison-Blanche. C'est des gens qui ont l'air d'être en bas de 30 ans, de 40 ans. On l'a déjà dit dans Café Snake, il y avait une confusion entre le vrai, le factice, dans l'hyper-réalité qui est notre pain quotidien. Mais on pourrait ajouter à ça une confusion entre l'important et l'inimportant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce projet-là, c'est que il y a vraiment un désir d'authenticité puis de transparence qui est mis de l'avant. Il dit même, avant d'exposer sa théorie de la pipeline vers la gauche, que plusieurs personnes lui ont dit que c'était une erreur de discuter publiquement de sa stratégie médiatique. Puis lui, il est comme « Non, je vais y aller all-in, puis je vais tout vous exposer avant même de le faire. » Et il a dit quoi de très chronically online, là. Il a dit que... But I think the most powerful conspiracies today are the ones that exist out in the open. C'est ça, puis ça revient un peu avec le Trump, que comme les Illuminati ou les Rothschild ou tous ces genre grands complots qu'on parle sur Internet, mais ils nous cachent rien, en fait. Ils nous montrent tout. Mais moi, c'est ce que je voyais aussi, c'est qu'ils reprenaient l'état de la transparence qui est très en vogue en ligne. On apparaît toujours comme incarné, tu sais, par exemple, les créateurs de contenu, avec un point de vue politique qui est souvent assez clair. Et contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, dans les médias plus traditionnels, on va pas dire « Hey, cette personne-là, elle est biaisée ». On l'aperçoit plutôt comme sincère dans sa démarche parce qu'elle va rien cacher, elle cache pas son point de vue. Il y a une forme d'authenticité qui se dégage de ça. Puis j'ai l'impression que peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent plutôt que de la neutralité, ils veulent de la transparence, de l'honnêteté. Bon, mais merci Daphné. Donc moi, j'allais avec mon segment. J'ai écrit devenir influenceur au cégep. Le cégep de Trois-Rivières a annoncé qu'ils avaient une certification collégiale en marketing d'influence. Puis là, je vais vous lire la description du programme. Ça dit vise une acquisition de connaissances ou un rehaussement des compétences dans les secteurs du marketing et des réseaux sociaux. Cette formation va permettre aux participants de se doter d'acquis nécessaires pour œuvrer dans le milieu du travail où l'influence du marketing par le véhicule des réseaux sociaux fait maintenant partie des stratégies de communication. Donc, en gros, c'est vraiment un cours de marketing. Puis là, en toute transparence, c'est la personne qui donne cette formation puis qui a mis sur pied cette formation, Jérémy Grandmont, c'est quelqu'un qui écoute Café Snake et c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre d'une mini-conférence que j'ai donnée à ses étudiants au cégep André Grasset. Moi, qu'est-ce que j'aimerais parler, c'est... Parce que là, on voit la petite description, ça nous parle vraiment comme de tout ce qui est autour de gérer une présence en ligne, une présence algorithmique, c'est-à-dire comme peut-être monter un kit média, contacter des annonceurs, c'est quoi les tarifs, c'est quoi les livrables, c'est quoi... On est vraiment dans le marketing d'influence. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est purement dans le marketing ou dans la gestion de marketing. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est comment Radio-Canada l'a présenté en ligne, c'est un cours sur comment devenir influenceur. Puis là, tout le monde fait des blagues, c'est comme « Ah, c'est quoi, on va t'apprendre à faire un make-up tutorial, genre? » Juliette revient de sa journée de travail dans un studio de yoga. Allô? Elle aime bien son boulot, mais rêve d'autre chose. Je serais prête à dire que je m'enligne vraiment pour être sur mon X. Le marketing d'influence.
Déjà créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, Coucou tout le monde! elle espère devenir influenceuse reconnue. Je trouve ça intéressant parce que le mot influenceur a tellement marqué l'imaginaire québécois. Puis je sais pas si j'ai raconté tout ce lore-là dans Café Snake déjà, mais je vais le faire quick, là. Tout ça, tant qu'à moi, tu sais, comme oui, il y a les proto-influenceurs, le Facebook, le Casey Frata, comment il s'appelle, Carlos Desjardins, tous ces gens-là qui sont Ah oui, je m'en souviens de ça. qui sont soit en prison ou qui sont soit comme ils travaillent dans la construction, genre no offense. Puis, en 2017, il y a eu une série qui a été faite, qui a été diffusée à VRAC TV, qui s'appelait Influenceur, où est-ce qu'on suivait Alicia Moffett, Elisabeth Rioux et Marc Fitt. Suite à la sortie de cette série, il y a eu une entrevue à Tout le monde en parle, où les trois étaient là. Puis selon mon analyse, c'est là vraiment que le terme influenceur est comme rentré dans le psyche québécois, qui a commencé à faire partie de headline, de clickbait, de Québécois, qui a vraiment... Puis après, il y a eu tout plein d'événements médiatiques qui sont arrivés, qui ont fait en sorte que le mot influenceur est devenu une connotation très chargée au Québec. Très négative. Très négative. Il y a eu tout l'incident, là. Puis tu sais, ça, c'est ce qui a mené à la genèse de ma chaîne YouTube, là, tout le P.O. Baudouin dans le taxi qui n'arrive pas à payer. Puis là, c'est comme influenceur peut pas payer son taxi. Puis là, c'est devenu de quoi que même moi, j'ai repris sur YouTube. Je savais que si je mettais le mot influenceur dans le titre d'une vidéo, elle allait générer plus de clics, tu sais. Tu sais, de la façon qu'on a conçu les influenceurs, c'était de façon très stéréotypée. Que c'est aussi un terme qui a été féminisé dans le discours. Donc, très peu de gens se réclament de ce titre. Ils préfèrent souvent l'appellation créateur de contenu, qui est moins genré. Pourquoi c'est genré? Pourquoi c'est féminisé, le terme influenceur? Parce que souvent, on va penser que c'est des gens qui viennent nous charmer, nous séduire. La séduction, c'est genré féminin. Même des fois, ça peut être un travail qui est un peu érotique. Hein? On pense à tous les scandales autour d'Elisabeth Rioux, comment on a discuté d'elle dans le Journal de Montréal ou ailleurs, il me semble, tu sais, comme en mettant l'emphase sur le fait qu'on peut pas la prendre au sérieux. C'est pas vraiment une femme d'affaires parce qu'elle nous montre ses fesses. Il y a aussi de la putophobie derrière notre rapport à ce mot-là. Tu sais, ce cours-là, à la fin de la journée, justement, des créatrices comme Alicia Moffett puis Elisabeth Rioux, avant toute chose, avant d'être des influenceurs qui font des stories puis des posts de publicité de boîte good food ou whatever, là, c'est que c'était des child stars, tu sais, c'était des stars, il y avait comme 15 ans, 14 ans sur Facebook, avant d'aller sur Ask.fm, avant d'aller sur Instagram, tu sais, comme il y avait une fascination profonde sur genre leur popularité, c'était les popular girls. Mais moi, dans mon temps, c'était plus sur MySpace, hein? Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a de quoi qui se passe, tu sais, comme, mettons, parce qu'ils ont tous exactement mon âge. OK. Il y a de quoi qui s'est passé dans la fenêtre que nous, on était genre coming of age. C'est la non, mais ça aurait pu être plein de filles que dans ce temps-là étaient populaires sur Facebook qui auraient pu devenir Elisabeth Rioux. Peut-être pas Alicia Moffett parce qu'elle sait chanter, là, mais mettons Elisabeth Rioux, là, ça aurait pu être tellement de gens. Mais j'imagine qu'à cette époque-là, il y avait peut-être moins une surenchère où là, le marché, il est pas saturé, mais il y en a beaucoup des influenceurs, des micro-influenceurs, des macro-influenceurs, des pseudo-influenceurs, des proto-influenceurs. C'est ça, puis c'est juste qu'elle l'a pris ça vraiment au sérieux dès le début, Elisabeth Rioux, fait qu'elle avait compris de quoi. Ah ouais, puis je pense qu'ils mettaient même en place des stratégies médiatiques comme la pollinisation croisée. Les giveaways, ouais. Ils faisaient beaucoup de posts en collaboration avec d'autres personnes qui avaient quand même un grand following, donc ils s'attiraient le public de l'une et l'autre. Un peu qu'est-ce que Joshua Starella vient de dire dans sa petite infolette, là. C'est ça, pis tu sais, c'est pas la première formation qui est de ce genre-là. Là, j'ai trouvé en janvier dernier, ça avait été annoncé une nouvelle formation offerte, puis là, je cite Radio-Canada, une nouvelle formation offerte au Cégep Limoilou permettra d'apprendre les rouages du métier d'influenceur, un virage qui témoigne l'essor du phénomène du marketing d'influence. Moi, je déteste ce terme du marketing d'influence. Je trouve tellement que ça veut rien dire. C'est comme au niveau de genre tu sais, il y a des termes souvent qu'on dit dans le langage courant qui veulent rien dire, comme les communautés culturelles. Tu sais, c'est des mots qui sont mis ensemble et qui veulent du marketing d'influence. C'est comme en quoi... Mais comme la diversité. Ouais, mais diversité au moins, ça a un sens comme inherent, genre... Communauté culturelle, ça veut vraiment rien dire. Pense-y, là, ces deux mots. Les communautés de diverses cultures, les communautés... Mais c'est comme si tu me disais que je faisais partie de la communauté culturelle des Québécois blancs. Oui, mais quand on dit les communautés culturelles, c'est comme si... Parce que ça, c'est en excluant la population canadienne-française. Ouais. C'est comme vous avez pas de culture, genre, c'est comme tellement absurde comme
mots corporate, HR. Anyways. Fait que là, le marketing d'influence, moi, qu'est-ce que je veux dire? Puis tu sais, là, pauvre la fille qui a donné l'entrevue dans le reportage de Radio-Canada, qui nous parle qu'elle a tout le temps voulu être devant la caméra, qu'elle a 1700 abonnés sur Instagram et TikTok, puis qu'elle est vraiment sur son X, de lâcher sa job d'instructrice au yoga pour devenir influenceuse. C'est comme, je trouve que le mettre dans une formation, c'est comme le commodifier pour faire en sorte que c'est comme un choix de carrière. C'est pas nécessairement comme un choix de carrière. C'est, il y a beaucoup de... Il y a de plus en plus de jeunes, d'enfants qui aspirent à devenir Oui, créateurs de contenu, influenceurs. Mais aussi aux États-Unis, c'est que c'est différent. Ils aspirent beaucoup à devenir YouTuber. Which is comme, pour moi, genre, comme presque une pratique artistique YouTuber. Genre, Ouais, ça pourrait être comme l'équivalent de je veux devenir journaliste, quoi. Exact, c'est ça. Journaliste indépendant. Tandis que la fille dans le reportage qui nous parle de comme moi j'aime ça parler à la caméra puis faire des vidéos de lifestyle, tester des produits, elle a eu son premier contrat. Tu sais, ça c'est moi je vois ça comme c'est un peu comme justement Antotran qu'on a parlé au début de l'épisode, que je le vois comme le vecteur de aucune création, genre. Puis tu sais, lui, il va se définir comme créateur de contenu. Et il a fondé l'Association des créateurs du contenu du Québec. C'est lui qui organise, cofondateur, producteur du gala Influence Création. Mais il ne crée rien. Genre, il y a rien. Il crée du contenu médiatique, des publicités. Mais genre, il y a personne que c'est comme, mon influenceur préféré, c'est Antotran. Ben, moi, je dirais qu'il crée du slop. Bonne suggestion. Donc, le slop, ce serait quoi la traduction? D'ailleurs, on peut aller voir. De la bouillie. Je vais checker sur GDT si ils ont mis traduction. De la bouillie, je pense. Yo, attends, là, je check. Ben, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Bon, le GDT encore. Le monde a aimé ton segment sur la langue en plus. Mais... Aliments humides. Non, c'est une joke. Mais slop, la bouillie pour chat. On pourrait traduire ça comme ça. C'est utilisé là, par les journalistes aux États-Unis, notamment pour parler de tout ce qui est généré par l'IA qui n'enrichit pas nécessairement je sais pas comment dire, mais notre compréhension du monde, là, qui... C'est un peu comme, comment on t'appelle ça, du feeling. Donc, le slop, selon Wikipédia, c'est un média de mauvaise qualité comprenant des textes et des images réalisés à l'aide d'une IA générative. Et ça a un peu la même connotation péjorative que celle de spam. Spam qui est dérivé de quoi? Qui est dérivé d'une marque de produits déposés par Hormel Food en 1937. C'est le nom d'un jambon. Tu sais, le jambon en boîte, là, spam. Mon point, c'est qu'il y a de quoi d'impossible à enseigner dans la création de contenu. Puis je comprends, là, c'est que quand on le limite dans un champ en tant que tel, c'est comme le marketing d'influence, l'influençage, c'est que c'est une tactique des médias, selon moi, pour comme mettre en opposition un bloc monolithique comme étant les influenceurs ou les créateurs de contenu. Comme si comme mon output était similaire à celui de comme Lisanne Nadeau ou genre Brandon Licon ou même sur YouTube que moi et Cheyenne. Comme si moi et la chaîne YouTube québécoise Cheyenne, vu qu'on est des influenceurs, des créateurs de contenu, on peut nous mettre tous dans le même bac puis faire comme ben voici, c'est ça l'influençage, c'est ça le marketing d'influence. Ça manque de nuances, puis d'ailleurs, d'où l'importance de forger des nouvelles expressions, des nouveaux mots pour mieux cerner les réalités de façon plus distincte. Tout récemment, là, j'ai lu un rapport de l'Université d'Ottawa, il me semble, sur les influenceurs et les créateurs de contenu. Ils faisaient pas de différence dans les appellations, ils les employaient comme des équivalences. Donc, un rapport sur leur influence dans les élections. Alors, c'est même le milieu universitaire là, qui emploie ces termes-là un peu comme des équivalents. Moi, tous ces rapports-là, parce que souvent, j'entends ça dans des podcasts, quand j'écoutais des podcasts d'influenceurs, là, moi, je suis pas un influenceur, je suis un créateur de contenu. C'est comme, moi, je trouve ce débat-là tellement... C'est comme, non, je vais prendre le chapeau d'influenceur, ça me dérange pas, mais il faut juste qu'on voit que toutes les industries médiatiques ont évolué dans cette ère maintenant. Fait que tant qu'à moi, Pierre-Yves McSween qui fait des annonces de Super C, c'est un influenceur. Je le vois de la même façon. Il faut l'attribuer across the board. Il y a rien de différent tant qu'à moi. Mais c'est intéressant parce que ça revient aussi à notre discussion sur les kidam en télé-réalité. Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, dans la terminologie de la télé-réalité, on emploie talent pour parler des gens qui, par exemple, vont être UDA, qu'on va payer avec selon une grille tarifaire très précise.
Et les kidam, donc monsieur, madame, tout le monde, sont les gens qui seraient soi-disant sans expertise. Et là, souvent, on les paye pas nécessairement un salaire, mais ils vont toucher un per diem pour compenser. L'opportunité qu'on leur donne de participer à un show de télé. C'est ça. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est justement là-dessus qu'on va appuyer le manque d'expertise pour justifier beaucoup d'exploitation dans le milieu du travail. Et là, une autre figure non professionnelle, par exemple, c'est la figure de la ménagère. Historiquement, la femme au foyer, on considérait que c'était non pas un métier, c'était parce que c'était pas quelque chose de qualifié. Puis là, la dernière partie de ce segment-là, c'est que justement, tu sais, parce que vu que c'est dans un contexte académique, je sais que c'est un cégep, là, c'est pas comme si une université décidait de faire un certificat là-dedans. Je veux pas dire que genre je suis contre le fait qu'on étudie comme comment fonctionne la structure bureaucratique autour de comme, mettons, gérer un influenceur, là, si quelqu'un veut devenir agent de talent, travailler dans une agence qui gère des créateurs web, c'est sûr qu'il y a comme un champ d'expertise qui est propre à ça, un langage qui est propre à ça, des pratiques qui est propre à ça, mais il est pas tant différent de comme gérer une comédienne ou gérer comme une... Tu sais, tu parlais de la haine qu'on avait par rapport au mot influenceur, le terme, tu sais, tout de suite, ça suscite les critiques. Et juste, il est polarisant, parce que déjà, de base, c'est comme il influence qui? Il m'influence pas moi. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'on dit? C'est que c'est pas un vrai métier, il devrait pas faire ça, il y a pas d'expertise. Donc, tout ça pour justifier, pour ne pas reconnaître socialement qu'effectivement, tu génères de la valeur, tu fais un travail. Fait que ça reconduit des systèmes d'oppression. Juste pour revenir, parce que vu que c'est dans un cadre académique, moi, je trouve que quand même ça illustre une espèce de retard, surtout dans les domaines du marketing ou même de la sociologie, peu importe, sur comment qu'on étudie cette nouvelle réalité qu'il y a des gens indépendants qui créent du contenu médiatique qui est plus consommé que des institutions. Puis moi, je parle comme à titre d'exemple personnel, en 2022, je pense, ou en 2023, j'avais été approché par une université québécoise qui avait eu un gros financement pour conduire une grosse recherche justement sur les créateurs de contenu, les youtubeurs, mais particulièrement sur est-ce que la création de contenu ou le nouvel écosystème médiatique amène à plus d'engagement social par les audiences et les créateurs. Donc, quand je me faisais interviewer par une professeure titulaire d'une université au Québec et ses aides de recherche, je me faisais interviewer, puis on me posait des questions, puis j'étais comme, moi j'ai décidé de participer parce que j'étais comme, ok, ben il y a quand même pas beaucoup de gens dans ma position au Québec en ce moment, fait que genre, je vais être comme leur donner qu'est-ce que j'ai à donner, moi personnellement. Fait que là, je me fais interviewer, puis là, on commence à me poser des questions, puis les questions, je les trouvais tellement comme basic, puis déjà dépassées au début, puis je trouvais ça un peu bizarre. On me demandait comme comment que YouTube fonctionnait, comment ça générait du revenu, tu sais, ils prenaient des notes, comme si toutes des affaires qui étaient publiques, genre, comment si c'est ça les questions on vous posait, puis là, j'étais comme, tu sais, on était déjà dans le short form content era, genre, fait que là, moi, je leur parlais de TikTok, puis des fils algorithmiques, puis j'étais comme, non, mais c'est là que ça se passe. Puis ils étaient comme, ouais, mais c'est parce que les questions pour la demande de financement pour cette recherche, elle a été approuvée en 2019, puis là, avec la COVID, ça a été décalé, fait que là, c'est maintenant qu'on peut faire ça. Fait que là, je me retrouvais à répondre à un questionnaire qui datait de bientôt 3-4 ans sur une réalité qui avait extrêmement changé depuis 2019, tu sais. Fait que là, je trouvais que ça illustrait vraiment comme le monde académique qui est juste genre dépassé par les changements médiatiques. Puis je trouve que dans le contexte où un cégep ouvre une formation de même qui est comme au centre de plein de mimes. Ça, je pense que c'est la vraie réalité du monde académique sur la création de contenu. C'est juste comme complètement dépassé. Genre. Mais moi, ce que j'aimerais, ça serait d'implémenter un cours de culture web. D'ailleurs, je pense que je vais écrire un article dans la presse là-dessus. Un cours large là, sur la culture, mais aussi sur les stratégies médiatiques qui sont mises en place pour faire de la propagande. Qu'est-ce que c'est un mime? Qu'est-ce que c'est la mémétique? C'est quoi un peu l'histoire aussi du web? L'histoire des grandes plateformes qu'on utilise? C'est quoi les modèles d'affaires de ces plateformes-là? Juste pour former des citoyens numériques allumés, critiques, puis qui ont une connaissance de base sur la chose. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a vraiment un manque à gagner. Un cours de littératie médiatique, genre... Ouais, mais peut-être pas juste la littératie. C'est juste vraiment, tu sais, de cultiver aussi un rapport critique avec tout ce qu'on consomme, puis avec les médias en soi. C'était ça mon segment, c'était ça Café Snake. Hey, merci Mounir. Désolée, on est un peu fatigués aujourd'hui, il est tôt, puis on a vécu toutes sortes d'aventures, mais on vous revient plus en forme la semaine prochaine. Oui, plus en forme la semaine prochaine. Et au complet sur Patreon. Merci de vous abonner. By the way, merci à tout le monde qui share. Genre, on va vous mettre dans votre story Café Snake. Vous mettez 5 stars. Genre, je suis content que vous...
Ben, merci à tout le monde, pour vrai, ça fait du bien de vous rencontrer, même quand on vous croise sur la rue et tout, puis que ça fait chaud au cœur. Faites attention à vous, la musique c'est Azlo, A-Z-L-O. Bye! Bye!